Bonjour Pierre Servant. Bonjour. Alors après les insultes, la surenchère verbale, une image pour l'histoire, une poignée de main pour l'histoire. Est-ce que c'est déjà le début de la désescalade entre ces deux hommes-là? Est-ce que c'est déjà un succès, cette image-là? Oui, effectivement, même si c'est complètement surréaliste, parce que nous avons encore en mémoire leurs insultes réciproques, Trump qui avait promis la fureur et la destruction pour la Corée du Nord, le numéro 1 coréen qui avait traité Trump de tous les noms. Donc effectivement, c'est extrêmement surprenant. Et c'est vraiment l'illustration des temps dans lesquels nous sommes entrés depuis le début de ce siècle. Ce sont des temps fous. J'écris des livres, vous avez la gentillesse de m'inviter pour mon dernier livre, et très souvent, entre le moment où je commence un livre et je le termine, les systèmes d'alliance ont changé. Là, il y a cette surprise. Donc, prenons l'espoir qu'il porte tout en étant extrêmement prudents. Et désormais, on est obligé de faire confiance et à Donald Trump et à Kim Jong-un sur l'objectif de cette rencontre et la signature de cet accord qui se joue en ce moment même, c'est-à-dire la dénucléarisation de la Corée du Nord. Parce que c'est maintenant que tout commence en réalité. Voilà, exactement. Donc là, c'est les embrassades, le style de Trump, c'est fantastique. Dès que Trump est à un endroit, les choses qui se passent sont fantastiques et les choses qui vont se signer sont absolument extraordinaires. C'est ce qu'il a dit, les mots qu'il a utilisés aujourd'hui. Absolument. Alors que quand ça a été signé par son prédécesseur Barack Obama, c'est la catastrophe internationale. Donc il y a ça. Maintenant, le contenu du texte va être très important parce que les mots sont essentiels. Or, on sait que Trump n'a pas préparé cette rencontre. Il a dit, il le fait au feeling, c'est une rencontre d'hommes. Il la joue comme un patron immobilier qui rencontre un autre grand patron immobilier et on discute et on va le jouer entre hommes. Parce qu'on parle du nucléaire. Voilà, alors ce sont deux mâles dominants et on parle du nucléaire. Et justement, vous avez raison, de quoi va-t-on parler? Est-ce qu'on va parler de la dénucléarisation de la péninsule, ce qui est plutôt la position de la Corée du Nord? C'est dire, bon ok, on est prêt à faire des efforts sur notre armement, mais vous les Américains, eh bien, vous dégagez progressivement du paysage, alors que les Américains, eux, disent, on veut un système de dénucléarisation de la Corée du Nord qui soit complet, vérifiable et définitif. Donc, les intérêts tactiques d'aujourd'hui convergent, les deux personnages ont besoin de ce succès, mais les intérêts stratégiques, à mon sens, divergent. Quel est l'intérêt de la Corée du Nord? On voit bien l'intérêt de Donald Trump qui veut, c'est presque ce qu'il dit, aller chercher un prix Nobel de la paix et réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Quel est l'intérêt de la Corée du Nord qui, grâce à sa puissance de feu nucléaire, arrive aujourd'hui à la table des négociations et est reconnue comme une grande puissance? Alors, j'ai juste rajouté un mot sur Trump avant de venir à Kim Jong-un pour répondre à votre question. Pour Trump, il a aussi besoin de succès importants avant les élections de novembre, renouvellement très important, pas seulement pour conforter sa majorité, mais également parce que s'il perd la majorité au Congrès, Chambre des représentants, Sénat, vous savez qu'en ligne de mire, il y a une possibilité d'impeachment pour lui, de destitution à cause de l'affaire russe. Donc il a besoin, pour des tas de raisons internes, et puis en termes de prestige international, après avoir dénoncé l'accord iranien, de cela. Sur Kim Jong-un, son intérêt, quel est-il? C'est revenir dans le jeu, montrer qu'il est quelqu'un de respectable. C'est peut-être aussi, comment dirais-je, éviter des frappes militaires américaines. Ce que j'explique dans mon livre, c'est que les Américains étaient absolument déterminés à frapper le régime s'il ne rentrait pas dans un processus de paix. Et c'est ça qui a fait bouger les lignes? Je suis convaincu que c'est ça, pardonnez-moi, le fait qu'un des centres d'essais souterrains de la Corée du Nord s'est effondré, parce qu'à force d'avoir des essais et des secousses sismiques, il y a eu un effondrement d'un des centres d'essais. Et je pense qu'à la fois la menace, les pressions chinoises et cet élément-là ont conduit le numéro 1 nord-coréen à bouger. Alors, on voit les deux hommes signer en ce moment même un document. Voilà, on n'a pas encore le contenu de ce document, mais cette image-là restera vraisemblablement dans l'histoire. Est-ce que vous imaginez Kim Jong-un, qu'on voit encore une fois à l'image, accepter un régime d'inspection de ses installations nucléaires, comme c'est le cas en Iran? Non, je ne le crois pas, d'autant plus que vous avez raison de parler de l'exemple iranien, puisqu'en fait, Trump l'a rompu alors qu'il était respecté en disant il ne concerne pas les missiles balistiques. Donc, Kim Jong-un sait parfaitement que Trump a une vision extrêmement large. Et donc, vous avez raison, les inspections, la destruction du matériel. Et puis, on sait que dans l'équipe américaine, il y a ceux qui veulent réussir en deux ans
alors que les spécialistes disent qu'il faudra 15 à 20 ans pour arriver à démanteler l'ensemble du dispositif. Donc, il faut voir le document, mais dedans, à mon avis, il y a des trous un peu comme dans le gruyère. Et ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord et les États-Unis signent des accords qui ne débouchent sur rien, 1994 et 2005. Ça, c'est déjà fait. Exactement, ça c'est déjà fait. Et les deux parties, surtout les Nord-Coréens, ont triché, mais les Américains n'ont pas toujours respecté leurs engagements non plus. Alors, on va surveiller le compte Twitter de Donald Trump après sa visite à Singapour avec le leader nord-coréen. Il a tweeté, Donald Trump, en arrivant à Singapour, il a tweeté sur le G7, où on sait qu'il est parti avec fracas, en se retirant sa signature du compromis. Et il a évoqué cette défense, cette Europe qui ne paye pas pour sa défense. Il dit « Nous protégeons l'Europe, ce qui est bien, avec des grandes pertes financières, et il nous massacre financièrement de manière injuste. Le changement arrive. » Est-ce que, après des déclarations comme celle-ci, vous suivez encore une fois les questions de défense depuis des années, à un moment donné, il ne va pas se poser la question de nos alliés, de nos alliances et de l'Europe de la défense? Alors c'est une vieille lune, mais est-ce que cette fois-ci, ce n'est pas le moment? Exactement, c'est exactement ce qu'on voit chez Angela Merkel, qui a vraiment complètement bougé. Vous savez, l'Allemagne a été très longtemps, on disait NATO-minded, c'est-à-dire NATO, l'OTAN. Leur cerveau était complètement imprégné par l'OTAN. Et là, l'Allemagne a complètement bougé par rapport à ça. Ceci dit, pour ne pas être toujours totalement critique vis-à-vis de Trump, ça n'est pas le premier président américain. Barack Obama, Clinton disaient aux Européens, attendez, il y en a marre que ce soit les Américains qui prennent le gros du poids de la défense, mais prenez en charge votre défense. Le problème, c'est que Trump insulte ses partenaires, évidemment, ça fragilise l'alliance. Surtout qu'on voit la première puissance mondiale se fâcher avec 6 grandes démocraties et passer sa journée, visiblement une journée fantastique, avec un tyran nord-coréen. Est-ce que ça raconte quelque chose, encore une fois, du renversement des alliances, peut-être, auquel on est en train d'assister? Exactement. Ce monde est fou. Vous avez des vers d'Aragon qui disaient « ces temps étaient déraisonnables, les morts étaient invités à table ». Là, ce ne sont pas les morts, c'est Kim Jong-un et Trump qui sont invités à la même table. Mais c'est comme dirais-je, une vision complètement dingue. Kim Jong-un, c'est le chef de la dernière grande dictature sanglante du pays. Et vous avez des ministres singapouriens qui font des selfies avec lui, Trump lui montre sa voiture. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Pierre Servan? Ça raconte la dislocation de ce monde. On est dans un monde à la renverse, où ce qui domine, c'est moi first, moi d'abord, mon pays d'abord. Les alliances, j'en ai rien à faire. Et finalement, l'exemple venant du haut, tout le monde, comment dirais-je, répercute ça en disant moi d'abord, je fais des alliances bilatérales et je ne veux pas du multilatéral qui est beaucoup plus complexe à gérer. Et c'est pour ça qu'on dit que Trump joue aux dames. Il joue un contre ou au poker ou aux dames, au poker menteur, et il ne sait pas jouer aux échecs. Mais d'une façon générale, dans le monde d'aujourd'hui, vous apercevez que les alliances se font et se défont. Regardez le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui était impensable il y a quelques mois, parce qu'ils ont peur de l'Iran. Les Russes et les Turcs se sont aimés, détestés, réaimés. Et c'est à ce monde auquel les démocraties matures et anciennes doivent faire face, pour essayer d'éviter que les 50 nuances de guerre qui sont là dans l'atmosphère véritablement ne tournent au noir. Vous êtes plus inquiet à la fin du livre qu'au début, visiblement. Oui, même si je pense que nous avons la chance de vivre en France et dans l'Union européenne et qu'il faut défendre les valeurs européennes face à ce grand monde à la renverse. Parce que finalement, même si l'Union européenne est déstabilisée, c'est un des derniers îlots de vertu dans un monde de brutes. Merci beaucoup, Pierre Servan. Je rappelle 50 nuances de guerre, publié chez Robert Laffont. C'est à vous, Laurent. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tous les deux et bravo pour votre notoriété, votre rayonnement. Vous avez vu quand même que les deux dirigeants ont attendu que vous soyez à l'antenne pour signer les documents de cet accord tant attendu. Voilà, nous y reviendrons bien sûr dans nos différents journaux tout au long de la journée et dans la prochaine édition du journal à 8h.